saloperie zombie! Oui! Nique-toi! Nique-toi, tu pues la merde là! Bonjour à tous et navré d'interrompre votre film, je voulais vous parler des 5 Terres. Les 5 Terres, c'est une saga de bande dessinée publiée chez Delcourt qui nous raconte les luttes politiques, fratricides, sanglantes, épiques et sauvages au sein d'un royaume, le royaume d'Angléon, où des créatures mi-humaines, mi-animales s'affrontent entre espèces, entre traditions, entre castes et évidemment entre classes sociales. C'est plutôt très bien mené, les dessins sont sacrément sympas, c'est bien découpé, le scénario est plutôt cool et devinez quoi, le 8e tome vient de sortir, ce qui signifie que vous devez l'acheter, mais surtout acheter les 7 précédents avec votre argent, celui de vos parents, de votre famille, de vos proches, de vos amis, des gens qui partagent votre existence. En tout cas, achetez-le et j'espère passer un bon moment. À bientôt. Bonjour à tous, je suis avec Geoffrey et on est là pour vous parler de Coupé. Coupé, qui est donc le nouveau film de Michel Hazanavicius, le réalisateur entre autres des OSS 117, mais aussi de The Artist, et qui fait l'ouverture, hors compétition, du Festival de Cannes 2022. On avait envie de vous en parler parce que déjà on n'a pas du tout le même avis sur le film, et que ce sera aussi l'occasion de parler de la question des remakes, parce que oui, c'est un remake, et un remake d'un film culte, mais encore assez peu visionné aujourd'hui, donc ça va être l'occasion de parler de plein de choses autour du film, de pourquoi on l'aime, pourquoi on ne l'aime pas, et pourquoi c'est une question qui nous passionne. Ouais, c'est ça, parce que quand on voit ce film-là, la vraie question c'est, aussitôt, on se dit, tout le monde se l'a dit dans l'équipe, pourquoi faire un remake de ce film-là, l'original était vachement bien, quel est l'intérêt? Ça pose toutes les questions classiques du remake, pourquoi on fait un remake? Est-ce que c'est complètement cynique? Est-ce que c'est une manière d'invisibiliser des films peu connus, souvent qui viennent pas de l'Occident, pour l'amener à un public qui ne veut pas des sous-titres? Et ce film, c'est un bon exemple de ça, parce que, comme tu l'as dit, on n'est pas d'accord, pour toi c'est plutôt un bon exemple de remake, pourquoi c'est, à mes yeux, justement un très mauvais exemple de remake? Vas-y, expliquons en 2 mots, toi, pourquoi t'as bien aimé et pourquoi tu penses que c'est un bon remake? Alors déjà, il y a un truc que je dois bien reconnaître. Moi, ce qui me faisait peur aussi en plus un peu au début, c'est que Hazanavicius, il est connu, enfin c'est toute sa carrière, pour rejouer des moments de cinéma. Quasiment tous ses films, oui, enfin même tous ses films, sont des relectures de thèmes. Même son tout premier, qui a été assez peu vu, c'était une relecture des sitcoms AB. Enfin voilà, il s'amuse toujours à recréer des gestes. Et là, je me disais, merde, là, il va carrément faire un remake. Ouais. C'est pas un hommage à une période ou à un style, c'est vraiment reprendre un film. Et en fait, il se passe un truc qui a très très vite, moi, déjoué les réticences que je pouvais avoir, c'est que je me marre. Le film est une comédie, hein, l'original l'était aussi, mais vraiment, je ris sincèrement. Donc déjà, je me dis, bon, voilà, calmons-nous un petit peu, enfin, je parle pour moi, hein. Et en plus de ça, le fait que le film s'assume comme remake, parce qu'on va évidemment pas spoiler, mais ce qui se passe, c'est que c'est quand même l'histoire de gens qui doivent faire le remake du film Ne coupez pas. Déjà, moi, ça me met, on va dire, dans une position d'honnêteté. Je me dis pas que le film se dit, ouais, personne ne l'a vu, profitons-en. Ou en tout cas, il dit, si vous n'avez pas vu, jetez-y quand même un œil. Ce qui fait que, là encore une fois, moi, ça désamorce pas mal de mes réticences. Et je trouve, mais ça, on va y revenir après en détail, qu'il gère mieux que l'original. Alors, de manière moins risquée, l'original est très audacieux dans sa première partie, mais je trouve que cette audace comporte des risques en termes de rythme, de tempo, de plaisir de visionnage, là où celui-là s'en sort plutôt mieux, je trouve, plutôt pas mal, et on va dire j'ai l'impression de retrouver aussi un peu ce qui me fait plaisir, une verve des débuts d'Hazanavicius. Donc à plein de niveaux, je trouve que le film est réjouissant, excitant, et tout simplement, c'est une des comédies françaises qui m'a le plus fait rire ces dernières années. Mais est-ce que ça veut dire que les autres comédies françaises sont à chier? En fait, moi, le gros problème que j'ai, c'est vraiment, je me dis, spectateur, je veux voir un remake, à quoi sert le remake? Il faut qu'il apporte quelque chose de plus. Alors tu le dis, il y a une petite chose en plus dans celui-là, mais pour moi, c'est une miette. Et le reste, de début à la fin, je me dis, ce film ne sert à rien. Il est vraiment fait pour des gens qui n'ont pas vu l'original, ce qui pour moi, du coup, en fait un mauvais remake. Parce que, évidemment, c'est un numéro d'équilibriste compliqué. Quand tu fais un remake, tu te dis, il faut que ça puisse apporter quelque chose par rapport à ceux qui ont vu l'original, mais que je puisse plaire à un nouveau public. C'était l'enjeu de ce film-là. Ils ont dû tous se dire, personne n'a vu l'original ou quasiment personne. On va l'amener à un public plus grand. En France, il y a peu de films de zombies. Je peux comprendre qu'ils se disent, après, on s'en fout. Si les 2% qui ont vu le film ne viennent pas... De toute façon, a priori, ils viendront pas le voir parce qu'ils vont détester l'idée du remake. Mais mon gros problème, c'est que je me dis, la malice est bien trop petite dans ce film-là. Et vraiment, la première partie du film, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais m'emmerder comme un rat mort du début à la fin parce que il n'y a rien de plus. C'est vraiment, on refait le film avec des acteurs français. On fait en plus... Ce qui, pour moi, est quasiment le pire problème du film, c'est on essaie de recréer artificiellement la magie innocente, un peu candide et what the fuck et kamikaze de l'original. Donc dans l'original qui était tout reposé sur le fait que tu te disais, mais en fait, à quel point c'est réaliste, à quel point c'est la réalité, à quel point c'est une mise en abîme du côté débrouille série B, vraiment grosse système D quoi, de ces gens qui ont fait le film. Et là, tu n'y crois pas une seconde, tu te dis juste, c'est plein de gens qui ont plein de thunes, c'est quand même Romain Duris, Bérénice Bejo, Michel Hazanavicius.
Le casting, c'est quasiment que des noms qu'on a vu émerger ces dernières années, autour de stars et de noms très connus, prestigieux. Tu te dis, ok, ils se sont fait leur petit kiff perso, et ils essaient de recréer un truc qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont évidemment plus vu leur stature aujourd'hui, c'est-à-dire cette fraîcheur, ce côté bancal, maladroit et maladresse des débuts. Tout ça dans un truc vraiment de système de remake avec de l'argent, avec ok, on va prendre ce truc qui est fait par des gens fauchés à l'autre bout du monde, on en fait un remake français et on fait croire que nous aussi on est gauche, mais maintenant je te connais Bérénice, je te connais Romain, je te connais Michel, du coup ça marche pas du tout et je me dis ce décalage rend le film quasiment cynique. Alors je sais pas s'il l'est réellement, mais moi je me dis vraiment que tout ça c'est vraiment artificiel et que limite on me prend pour un con et on essaie de m'amadouer avec 2-3 trucs mais on sait que c'est un remake. Oui, mais en fait ça c'est vraiment une miette et le film à côté de ça est interminable. Alors t'as raison, c'est une miette, c'est de la note d'intention on va dire. Moi le fait que oui on va refaire un film qui a été vu par très peu de gens, ça me pose pas tant de soucis que ça parce que je me dis si je marque boot sur cette question là, ça revient vraiment à dire à une grande majorité du public vous n'avez pas vu l'original, vous auriez dû parce que de toute façon c'est meilleur. Alors oui, j'entends bien, j'entends bien qu'il est plus frais si j'ose dire parce que comme tu l'as dit c'est une idée originale de gens qui raconte un film de démerde alors qu'ils sont vraiment en train de faire un film de démerde. Sauf qu'il a été tellement peu vu et surtout il est difficile à voir, il vient seulement de revenir sur Filmo, tu vois avant il était quasiment depuis sa sortie en salle indisponible en France, invisible, c'était très compliqué. Donc je suis pas mécontent qu'il arrive à un plus large public. Ça c'est une chose. Et après le film lui-même, toi c'est intéressant parce que tu dis tiens mais oui, je sais bien qu'ils ne sont pas vraiment dans une situation de démerde ceux qui font ce film. Moi aussi, mais en revanche, j'ai le sentiment qu'ils arrivent à me redonner quelque chose de cette fraîcheur là, ce à quoi je m'attendais pas. Et ça après c'est peut-être aussi tu vois générationnel, c'est que moi j'aime beaucoup les tout débuts de Michel Hazanavicius quand il fait Le Grand Détournement. Il faut savoir qu'il était aussi, il a commencé comme stagiaire sur La Grosse Émission des Nuls, et qui sont toujours qui étaient des trucs de démerde et de débrouille, et qui étaient aussi des œuvres dans lesquelles on sentait, il y avait un plaisir à mettre en scène cette débrouille, et j'ai l'impression qu'il retrouve un peu de ça, et justement, notamment dans cette première partie, qu'il y a un amour sincère de tout ça. Alors oui, bien sûr, en vrai, ils ont un budget bien supérieur à ce qu'on voit à l'écran. En fait, c'est plein d'effets pour cacher tout ça, mais j'ai l'impression que par moments, ils arrivent à ça, et qu'il y a même un peu de malice. Moi, je sais que je suis le premier en général à taper sur le jeu de Romain Duris, que je trouve souvent au mieux inexistant, au pire existant. Et là, pour le coup, il y a même une façon de se moquer de lui qui fait une mise en abîme, c'est-à-dire qu'il doit jouer mais qui joue pas bien, qui joue quelqu'un jouant mal. Je trouve qu'il le fait curieusement bien, et il y a comme ça plein de petits trucs, de petits pas de côté dans le film qui me remettent moi dans cette atmosphère-là. Alors c'est bien sûr, c'est un peu du doudou, c'est un peu nostalgique, mais je trouve que ça marche vraiment sincèrement, et je retrouve son plaisir, j'arrive à retrouver, mais c'est un truc, ça se joue à des tout petites choses, à des petits jeux de mots par-ci par-là, à des petites ruptures de tempo. Je retrouve moi quelque chose vraiment de l'esprit un peu des nuls, quoi, de ce contretemps un peu carioca entre le pastiche et la parodie, et ça me fait beaucoup de bien, avec les limites que tu pointes, qui sont réelles, mais moi le plaisir l'emporte largement là-dessus. C'est vrai que moi des seuls trucs, en fait plusieurs moments du film je me suis dit, alors j'ai vu l'original de Shinichiro Ueda, mais il y a plein de petites choses dont je me souvenais pas, et en voyant le remake je me disais, est-ce que ça s'y était dedans? Je sais qu'on en a parlé après, on s'est posé des questions, on a reparlé avec Mathieu et tout, et je me disais mais est-ce que c'était dans l'original, est-ce qu'il l'a apporté? Et à chaque fois que je regardais et que je revoyais des scènes de l'original, je me disais mais en fait c'était déjà dedans. Alors là où Hazanavicius réussit plutôt bien, parce que le film passe relativement bien, même si j'ai passé mon temps à me dire je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, à part pour ton plaisir perso, et honnêtement je m'en fous de ton plaisir perso, mais je me suis dit quand les choses marchent bien, il faudrait que je vérifie parce que si ça vient de lui, tant mieux. Et il y a notamment un truc émotionnel, des petits détails sur la relation père-fille qui est clairement au centre du film et qui était touchante et le cœur du film de l'original, qu'il est là aussi. Et je me disais, faudra que je vois comment ça a été écrit, comment mis en scène, parce que j'ai oublié quelques détails. Et quand j'ai vérifié, c'était les mêmes, et je me suis dit, mais même ça, il se l'est pas approprié. Et même les choses que j'aurais pu me dire, tiens, je vois bien Hazanavicius raconter ça, se l'approprier et mettre sa petite touche, en vérifiant, je me suis dit, bah même pas. Même pas ça, il a repris quasiment plan pour plan et idée pour idée, et jusqu'à la toute fin du film. Et en fait, les seuls gros changements qu'il y a, c'est dans la spatialisation, dans le choix du décor. Donc ça change un petit peu la verticalité, l'horizontalité, les trajets qu'il y a pour les personnages. Donc ça apporte parfois une dynamique qu'il n'y avait pas dans l'original, parce qu'en gros, il y a des distances qui sont plus grandes, donc il en joue un peu en dilatant le temps à des moments où les gens ils courent dans tous les sens, donc c'est un peu amusant. Comme tu dis, le casting est bon, en plus j'ai vraiment rien à reprocher aux gens, je trouve qu'ils font plutôt bien le job. Romain Duris, Bejo et tous les acteurs autour, Finnegan Oldfield, il est vraiment drôle, je trouve. Oui, parce qu'il joue en gros le comédien puant qui a une image de mec un peu rock'n'roll et qui en fait est une saloperie. Ça, je trouve que ça marche très bien la bascule et il le fait bien. Et y a un... C'est moi qui suis à l'écran, moi. C'est ça. En fait, ce qui est rajouté dans celui-là par rapport à l'original, c'est que comme on connaît les comédiens
comédiens, on les voit surjouer ou jouer mal, peu importe ce qu'on pense d'eux, on a conscience de ce côté un peu méta d'un acteur qui a eu des prix, qui a une carrière de folie et qui joue mal. Alors que dans l'original, bah moi je connaissais pas les acteurs, les actrices, donc je me disais bah oui, peut-être que t'es nul en fait, je ne sais pas. Donc là c'est vrai que l'illusion est un peu, il y a un peu plus la complicité du public, mais je trouve que pour moi tout ça, ça me détache énormément. Alors que dans l'original, au fur et à mesure, on s'attache au personnage jusqu'à la fin et jusqu'aux dernières scènes, on se dit ok, je comprends les humains, l'émotion et tout. Là en fait, plus ça avançait et plus je me disais mais en fait, je suis à 10 000 km de ce sketch, quoi. Là, après, je te dirais, c'est là où oui, où c'est entre guillemets irréconciliable. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où émotionnellement je suis emporté, et je vois intellectuellement parfaitement, enfin, tu vois, je les comprends tout à fait rationnellement, toutes les limites que tu as sur le film. Sauf que comme je suis emporté, je me dis, oui, bah, tu m'as quand même eu, t'as quand même réussi. Donc, j'ai pas le droit, entre guillemets, de le nier, quoi. Et parce que oui, je passe vraiment un très très bon moment et j'ai plein de sympathie. Bon, là, je me répète, mais voilà, pour ce cinéma amateur. Mais tu conseillerais plutôt à quelqu'un qui a vu l'original ou plutôt à des gens qui n'ont pas vu l'original? Alors effectivement, si vous avez vu l'original, j'ai envie de vous dire, à moins d'être un gros fanzouz comme moi de Michel Hazanavicius, c'est risqué. Si vous n'avez pas vu l'original, allez-y et regardez l'original après. Il y aura justement un dialogue très intéressant à faire sur, bah tiens, comment est-ce qu'on s'approprie ou on ne s'approprie pas une autre œuvre. Mais oui, effectivement, si vous avez vu l'original, ne vous attendez pas à une réinterprétation. C'est vraiment, c'est un geste ou de pur hommage ou de pur cynisme, après à chacun de trancher. Mais effectivement, si vous avez vu l'original, si vous faites partie des 8 spectateurs français, c'est pas dit que ça vous embarque. En fait, moi, de voir Coupé, ça m'a rappelé des remakes qui justement sont, comme ce que c'est à tes yeux, un bon remake. Quelqu'un qui s'approprie un studio, un réalisateur, des acteurs, des actrices. Moi, je pense, je sais que c'est pas un truc unanime, mais au Ring de Verbinski, donc le remake du Ring de Hideo Nakata. C'est arrivé à un moment, il y avait une vague de remakes de films asiatiques, La Mort en ligne, Kairo, tout un tas de daubes qui seraient sûrement drôles à regarder avec le recul aujourd'hui. Et à l'époque, je sais que déjà le Ring de Verbinski m'avait marqué. Je le trouvais hyper bien mais j'étais jeune, donc en le revoyant je me disais à chaque fois je le mets un peu à l'épreuve de l'âge adulte, de la cinéphilie et tout, et il garde toujours sa force. Et je me demande pourquoi est-ce que ce remake par rapport aux autres il apporte quelque chose, et pourquoi honnêtement aujourd'hui je trouve que c'est un très bon remake. Et alors l'original est très bien, mais je trouve que celui-là c'est un film à part entière qui mérite d'être vu, que j'ai vu plein de fois et qui à mes yeux, peut être vu, analysé en termes de mise en scène, réfléchi dans comment il s'est approprié le matériau japonais pour en faire un film américain et tout ça. Et je pense que ça vaut des choses très banales, c'est que tout le monde avait conscience que c'est un remake, que c'est un produit industriel, qui arrivait dans une vague d'industrialisation du remake de films japonais asiatiques, et comment on peut en tirer quelque chose de bien dans ce cadre très quand même carré. Et en fait ça passe par, tu prends un bon réalisateur, tu prends Gore Verbinski, tu prends une super actrice comme Naomi Watts qui te fait croire à absolument tout ce qu'il y a dans le film, tu prends Hans Zimmer qui ajoute une super musique, tu prends un bon chef-op, et t'as une atmosphère, Seattle pluvieux, t'as cette photographie bleutée du début à la fin, et pour moi c'est un très bon exemple de la modestie du remake qui sait quelles sont ses limites. Donc c'est sûr qu'après on peut reprocher plein de trucs au Ring américain qui explicite beaucoup de choses, qui explore plus de choses, donc ça casse un peu une part du mystère et tout ça. Ça l'américanise, mais tout ça dans quelque chose, vraiment qui est drapé dans un truc de cinéma vraiment hollywoodien, vraiment à grand renfort de moyens et tout ça, mais rien que les choix de photos, de couleurs et la lenteur, le montage, il y a des jumpscares, il y a des trucs classiques, mais moi j'ai surtout le souvenir d'un film qui prend son temps, ses plans aériens sur les voitures, elle qui s'en va, la musique de Zimmer, et vraiment, je trouve que je m'étais toujours dit, un film comme ça ne peut marcher que quand tu prends une bonne actrice, quelqu'un qui y croit. Naomi Watts, ça sortait Mulholland Drive, c'est un de ses premiers gros films, et j'y crois à fond. Et je me dis, c'est vraiment parfait. Ils se sont dit, on prend que des gens de talent qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent quelles sont les limites et ils apportent quelque chose. Et donc, pour moi, Ring est un des meilleurs exemples d'un remake. En plus, ça marche bien par rapport à Coupé, puisque des deux côtés, on a un truc asiatique amené vers l'Occident, un film d'horreur. Alors, c'est sûr qu'il y en a un qui est un peu moins drôle que l'autre, mais pour moi, c'est un très bon exemple de voilà ce que c'est un bon remake et voilà ce que Coupé ne réussit pas à faire. Mais tu dis un truc très très juste quand tu dis l'américanisation. Alors, ça a ses limites dans le côté oh là, pas de mystère pour les spectateurs, ils doivent tout comprendre. Sauf que c'est aussi une force dans le film parce qu'on sent que les gars se sont véritables. Enfin, Verbinski s'est vraiment posé la question de comment j'américanise, comment je fais rentrer tous les éléments du japonais. Quels sont leurs équivalents ou comment je peux les repenser dans la culture occidentale américaine. Et c'est particulièrement frappant dans la partie où ils arrivent sur l'île, enfin, c'est pas l'île, je sais plus si c'est une île dans le... Si, en tout cas, elle prend un bateau. Mais en tout cas, à la campagne, on va dire. Et où vraiment, là, tu sens qu'on travaille une certaine Americana, une certaine Amérique. Le personnage, c'est Brian Cox qui joue de mémoire. Là aussi, c'est très intéressant comment il est écrit. Et justement, c'est une américanisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de s'approprier et de repenser la matrice de l'œuvre. Et ça fonctionne, mais à fond.
Et d'ailleurs, autre petit exemple que je trouve en parlant d'américanisation, c'est le remake de The Grudge, qui est aussi réalisé par Shimizu, donc qui a fait l'original. Et je trouve que c'est hyper intelligent et vraiment, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, parce que mes yeux, c'est vraiment l'intelligence suprême du remake. Alors, il fait le remake de son propre film. Aux États-Unis, on lui dit, il y a Buffy contre les vampires, il y a Sarah Michelle Gellar, tu prends le cast américain et tout ça. Sauf que l'action reste au Japon. Donc, le monstre de The Grudge devient l'incarnation de la culture japonaise dans laquelle les Américains se perdent. Alors, c'est sûr que les Japonais aussi sont attaqués, mais vraiment l'histoire, on suit tous les Américains. Cette famille, l'entourage et tout ça. Et du coup, ce monstre devient un petit peu l'altérité. Il y a un moment où Sarah Michelle Gellar est perdue dans les rues, elle essaie de retrouver son chemin, donc ça, c'est uniquement pour le remake. Et on voit, elle est juste noyée dans une culture qu'elle ne comprend pas. Et du coup, l'altérité s'incarne par ce monstre. Et je trouve que c'est vraiment l'intelligence de se dire, ok, je fais un remake, ok, on me dit de prendre cette actrice américaine, ok, c'est des Américains, qu'est-ce que ça raconte de plus? Voilà ce que je raconte de plus. Et ça, c'est un truc aussi, en termes de remake et de repenser dans un cadre, encore une fois, très rigide de c'est un produit industriel, c'est le business et tout ça. Ok, soit c'est le pari, mais qu'est-ce que je fais modestement pour ajouter un petit truc en plus? Du coup, je trouve que The Grudge et Ring sont des très bons exemples. Je suis absolument d'accord avec toi. Moi, j'aimerais parler d'un très mauvais exemple, justement. Donc, Coupé est un remake qui dit « Attention, je suis un remake ». D'ailleurs, je vous raconte l'histoire des gens qui font le remake du film auquel je m'attaque. Ce qui, quand bien même c'est un détail de l'œuvre, me semble très honnête et plutôt ludique. Eh bien, il y a un film qui fait exactement l'inverse, c'est The Thing, le préquel de The Thing, qui n'est donc pas réalisé cette fois par John Carpenter, mais par Matthijs van Helventa, que je suis incapable de... Je ne sais pas comment on prononce son patronyme, donc j'assume de mal le prononcer, je ne sais pas comment on le prononce. Donc l'idée, tout simplement, dans The Thing de John Carpenter, nos protagonistes, après quelques minutes, donc qui étaient dans une base d'études météorologiques américaine, découvraient qu'une base suédoise ou norvégienne à quelques kilomètres de la leur, avait été victime d'événements indescriptibles et d'une violence sans nom, et donc, eh bien, dans ce préquel, on découvre ce qui est arrivé à cette malheureuse équipe de météorologistes. Le truc, c'est que ça n'est pas un préquel. C'est un remake. Le film nous dit, vous allez voir ce qui s'est passé avant, et en fait, ce qui s'est passé avant, c'est exactement tout ce qui se déroule dans le film de Carpenter. Alors, c'est d'autant plus rageant que le long métrage est plutôt divertissant, il est bien rythmé, les comédiens font le taf, il y a quelques morts qui sont absolument abominables. Alors, il y a quand on est un peu fanat d'effets spéciaux, il y a des trucs un peu tristes, c'est-à-dire que le film aurait dû à la base avoir des trucages en dur, en animatronique, etc. Un peu à l'image des trucages légendaires du film de John Carpenter. Finalement, ils ont opté pour du numérique au dernier moment et ça se ressent dans quelques scènes, mais il y a quand même des idées très fortes. C'est ça, les idées, tu les sens, c'est ça. Voilà, les idées, elles te font bien mal. Ouais. Et donc, t'as tout ça qui te fait dire, oh là là, quand même, je ne hais pas le film, mais ce qui le rend un peu détestable quand même, c'est donc le fait que, alors qu'il y avait un terrain d'une liberté énorme, parce que la seule chose qu'on savait de ce qui était arrivé à cette équipe, donc qu'on découvre dans le préquel remake, bah, c'est l'issue, on voit leur cadavre. Mais comment on en est arrivé là? Tout est libre, et il n'y a rien qui contraignait le scénario à recopier celui du Carpenter. Ce qui veut dire qu'en fait, la prod avait décidé de faire un remake à un moment où les remakes commençaient à avoir mauvaise presse, parce qu'on commençait à avoir tout ce qu'on pourrait appeler non pas le fanservice, mais le fandom qui s'exprimait, qui disait « Non, arrêtez avec les remakes !» Mais les gars, on ne va évidemment pas faire un remake, nous allons faire un humble préquel qui rentre dans les pas de ce film culte que vous adorez. Et en fait, non, c'est un pur remake. Donc là, la démarche est cynique, mais en plus débile, parce que c'est ultra voyant, donc t'as vraiment l'impression qu'on te prend pour un demeuré, c'est très agaçant, et puis c'est d'autant plus frustrant que il y avait possibilité justement de travailler cette figure du remake, parce que le film de Carpenter est un remake de La chose d'un autre monde, film qui a été partiellement réalisé par Howard Hawks, qui est une honnête série B sans être un chef-d'œuvre, mais c'était la preuve qu'on pouvait prendre ce canevas, l'exact même canevas, et le conjuguer autrement. Et ben, plutôt que de faire ça, plutôt que d'avoir un minimum d'intelligence, je parle pas de faire un grand film expérimental et de se replanter comme l'avait fait Carpenter en 82, le film se révèle, du coup, malgré son efficacité, une certaine densité narrative, il se révèle artificiel, assez hypocrite avec son spectateur et du coup très petit bras et voilà, pour moi c'est un remake, c'est pas un film déplaisant mais c'est un remake détestable. Alors à ton avis, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut se dire de comment on fait un bon remake? Si on te disait déjà, est-ce qu'il faut faire des remakes? Peut-être que parfois t'as pas le choix, mais imaginons un contexte où t'as un film, tu dois faire un remake, on te le commande, où on se dit ok, je veux faire découvrir, je m'approprie ce film-là pour l'amener dans une autre culture. C'est quoi les pires pièges et comment on fait pour s'en sortir? Je pense que le premier, mais tu l'as très bien dit quand tu évoquais ce Grudge, je crois, la première question c'est quel que soit ton cadre, que tu fasses le remake d'un petit film indé avec un budget raisonnable, c'est-à-dire tu vois, si t'es pas dans une énorme machine industrielle, quel que soit le type de remake que tu vas faire,
c'est déjà d'identifier comment faire un bon film. Tu le disais, est-ce que je me repose sur mes comédiens qui doivent être investis? Est-ce que je traduis ça dans une nouvelle culture ou une nouvelle époque si tu fais le remake d'un... Si un Français fait un remake d'un film français des années 50. Bref, il faut identifier qu'est-ce que tu vas pouvoir investir pour faire un bon film, aussi simplement que ça. Et je pense aussi, justement, il faut peut-être essayer, alors c'est très facile à dire pour nous qui ne faisons pas de film, mais on va dire de se défaire de toutes les images et les réflexes positifs ou négatifs qu'on a autour de l'idée du remake, et peut-être penser au fait que le remake, c'est un truc qui existe depuis des siècles en littérature et au théâtre. On rejoue des pièces d'auteur. Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est vrai qu'au cinéma, il y a une sorte de... C'est pas bien, on réadapte pour la 4e fois un livre, on refait tel truc, mais en fait à l'opéra, au théâtre, les gens le font tout le temps, et personne ne crache sur l'opéra de Bastille ou au Garnier parce qu'ils refont un truc de Mozart. La flûte enchantée. Ouais, c'est genre la base. Et au contraire, c'est comme ça qu'on fait vivre les œuvres. C'est-à-dire que, et pareil, cette idée de « Ah mon Dieu, ça va nous faire oublier l'œuvre originale !» Bah alors non, si elle est forte, elle survivra, et deux peuvent coexister. Donc au contraire, je pense que c'est toujours une manière... Soit c'est neutre si c'est un truc nul auquel les gens ne font pas attention, soit c'est un truc qui permet au contraire de faire vivre. Par exemple, le dernier remake de l'Invasion des profanateurs de Sépulture a été avec Daniel Craig et Nicole Kidman, a été un énorme bide. Mais c'est toi qui avais écrit dessus en plus. Je me souviens plus, mais non, je crois pas. Ah d'accord. Arrête de me blâmer pour tout. mais donc tu vois, le remake est complètement nul, c'est un bide. Ça n'a pas détruit l'image du tout de l'original. Au contraire, ça sert plutôt les précédents. Voilà, et donc il faut se dire, mais nous, le public aussi, qu'en fait, un remake n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Oui, mais comme tous les films, il y en a des cyniques, des commerciaux, des loupés, tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est aussi une manière de faire vivre un récit, une image, et puis de le conjuguer à nos différentes époques, parce que le remake d'un film parano, c'est pas la même parano dans les années 60 que dans les années 80 qu'aujourd'hui, et ça peut être intéressant. C'est ça pour moi, les profanateurs, c'est un très bon exemple, parce que déjà c'est génial, mais surtout parce qu'on voit à quel point tous les films, donc les 4, se sont tous appropriés le sujet, et l'ont tous trahi. Et je pense que j'ai l'impression que pour moi, c'est ça qui manque à couper et dans les mauvais remakes, c'est trahir. Alors The Thing, c'est un très bon exemple, parce que justement, ils n'ont pas eu du tout le cran de changer quoi que ce soit, ils ont repris la même trajectoire, les mêmes décors, à tel point qu'on se dit, mais c'est du foutage de gueule absolu, ça aurait été moins pire si vous aviez assumé un remake, on aurait accepté, voilà, vous avez fait avec une femme à la place d'un homme, voilà, pourquoi pas, avec des moyens différents et tout ça, ça aurait peut-être marché en série B un peu plus honnête. Et là, on se dit, c'est foutage de gueule parce que vous n'avez pas assumé. Et moi, ce que j'aime bien dans les remakes, c'est quand on se dit, voilà, les profanateurs, entre la version des années 50, 70, 90 et 2000, je sais pas quoi, avec Nicole Kidman, c'est vraiment pas du tout pareil. Et alors, on peut avoir ses préférences, mais comme tu dis, en plus, le côté parano, il s'adapte à chaque époque, donc déjà, c'est vraiment un boulevard, mais un beau remake va trahir l'original. Il va, comme The Ring, potentiellement expliciter, complètement l'exporter dans un autre territoire, ou apporter, comme dans The Grudge, des personnages américains. Donc d'un seul coup, ça redéfinit la menace, ce qui peut être vachement intelligent et malin. Et j'ai l'impression que c'est, pour moi, ce qui manque à couper, et c'est ce qui fait des bons remakes, des choses intéressantes, c'est quand on se dit, la personne a un peu piétiné l'original, a pris ce qui lui plaisait, a retiré le reste, ce qui fait que on peut voir l'original, on peut voir le remake, on peut découvrir les deux peuvent se répondre, se croiser, peuvent être analysés en parallèle, et on se dit pas qu'il y a une tentative un peu de ne pas assumer, on refait un peu pareil, et vraiment le pire, cette impression que on refait le film avec des acteurs que t'aimes bien, sans sous-titres, c'est plus cool, il y a plus de thunes, et on te prend pour un con. C'est ça pour moi le mauvais remake. Bah écoute, absolument, je crois que nous sommes bien d'accord là-dessus. Du coup, écoutez, allez voir Coupé, faites-vous votre propre avis. Que dire d'autre? Abonnez-vous à cette chaîne, mais surtout abonnez-vous à Écran Large, parce qu'à Écran Large, il y a ce qu'on appelle un abonnement. Bah oui, du coup on peut s'abonner. C'est l'abonnement premium, ça vous permet de devenir membre de cette grande communauté si vous avez les moyens, si vous en avez envie. Ça vous donnera accès à quelques articles en plus bonus réservés à vous, membres premium, par semaine. Il y en a 4, on revient dedans sur des dossiers sur des œuvres ou des cinéastes ou des artistes qui nous ont passionnés. Ces jours-ci, on est revenu. Sur Vampire de John Carpenter, sur Soi Kuba, un peu tout, n'importe quoi, hein, clairement, c'est carte blanche, c'est n'importe quoi. C'est ça, et c'est grâce à ces abonnements que nous pouvons tout simplement moins dépendre de la publicité et plus de vous, et donc être plus autonome, indépendant, audacieux. Voilà. Salut. Hein. Oui, pareil. Stop!